Et ce dimanche, il y a quand même la finale à Paris, à la Accor Hotel Arena. Donc on va parler un peu de tout ça. On a Laure en plus qui est clairement là-dedans. Sard aussi, toi tu castes. Donc on va revenir un peu là-dessus. On va parler aussi un peu statistiques. C'est vrai que enfin plus maintenant du coup. C'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur truc de se présenter en casteur. Je t'ai présenté vraiment en casteur mode. Non, c'est bon. Tu sais, il est avec le crew et tout quoi. Genre, mais un peu quand même, il faut le dire. On a une petite vidéo si vous n'avez pas du tout suivi. Rien que l'histoire de League of Legends liée à l'e-sport. Ça dure 1 minute et c'est maintenant. Fnatic going to win the Season 1 championship if they can hold on. This Nexus will go down. Congratulations to Fnatic winning the Season 1. Ah là là, c'est quand même impressionnant. Hein. C'est tout un parcours de League of Legends et Riot dans l'e-sport. On va faire juste un tout petit récap parce que on va parler de tout ce qui s'est passé. On va pas faire un détail technique de chaque match et tout. C'est pas non plus l'idée. Mais en gros, ça a commencé donc en 2009, 2010, la saison 1 tout simplement, avec donc les premiers Worlds qui avaient été lancés, avec les ranked, etc. On a quelques images, mais de Fnatic qui gagne à l'époque $50 000. Ouais. Donc c'est plus tout ce que c'était. Et c'était il y a. Ça paraît beaucoup, mais 9 ans, ce qui n'est pas non plus tant que ça. DreamHack Summer, ouais. Et quand tu vois la différence entre l'époque, je sais pas si on a la vidéo justement où il gagne, voilà, c'est ce qui est mis, mais c'est surtout derrière le public, quoi. Quand on voit justement vraiment les Fnatic qui gagnent, c'est derrière on voit le public, si je dis pas de bêtises, et t'as vraiment 20 personnes, quoi. Oui, non, mais c'est une LAN, quoi. C'est une toute petite LAN, très tranquille. Et 9 ans plus tard, c'est juste monstrueux. Ça a été vraiment le début de l'e-sport sur LoL. Maintenant, il y a 22 millions de joueurs qui se connectent chaque jour à League of Legends, qui sont répartis dans 145 pays, donc ce qui est juste monstrueux. Ils ont compris, Riot, après la saison 1, qu'il y avait un truc à jouer. En saison 2, ils se sont inspirés justement du modèle du sport pour créer les LCS avec les ligues en essayant de professionnaliser un peu. Ils ont passé le cash prize donc du coup de $100 000 à 2 millions. Donc tout d'un coup, ça a commencé à prendre une ampleur qui a été tout autre. Il y a eu donc du coup des moments... Moi je viens de là, donc tout ça, genre, je l'ai vécu. Ça a été tellement ouf. Les backdoors de XPK en saison 3 sur Ocelot et tout, qui était juste incroyable. De plus en plus, ça a commencé à progresser en termes de production, de tout ce qui mettait. C'était un peu il y a CSGO, mais j'ai envie de dire les pionniers, enfin pas vraiment les pionniers parce qu'il y avait StarCraft, il y a aussi Dota qui s'est beaucoup donné, mais ils essayaient toujours d'aller un peu plus loin. Ils mettaient beaucoup d'argent aussi. Ils mettaient beaucoup d'argent, c'est surtout ça, je pense, parce que tu dis c'est les premiers. Non, effectivement, c'est pas les premiers, mais c'est surtout les premiers, je pense, à avoir mis autant de thunes sur la prod, tu veux dire. Ouais, bien sûr. Genre Imagine Dragons, Warrior. Ah oui, sur la prod. Quand par exemple 2014, tu vois, quand ils ont fait ce genre de truc, ce genre de crossover, c'était fou. Et tu sais, genre moi j'avoue que j'étais comme un dingue, j'étais en mode la musique des Worlds, je veux la même année que le What Was That Faker, les moves de fou, voilà, mais c'était S3 incroyable. Faker, pour parler de lui, 3 fois champion du monde, il a créé tout un mythe maintenant autour de lui, c'est clairement un bon joueur du Faker, même si c'est pas le voilà, c'est ça. Enfin, genre même dans la vie, des fois tu sers de l'eau, tu fais pas renverser, on dit Faker. Et cette année, il a atteint les 100 victoires en compétition internationale. C'est pendant ces championnats du monde. T'imagines 100 victoires en compét inter. Le boss. C'est une machine. Et alors, on reviendra un peu après sur les chiffres. Ce week-end, donc il y a eu 2 demi-finales. Laure, explique-nous un peu déjà ce que tu fais là-bas, parce que tu as un rôle important quand même dans tout ça. Pour parler juste de ça. Moi déjà sur ces championnats du monde cette année j'ai eu la chance que Riot m'invite pour faire le coverage des interviews donc sur place, puisque c'est ce que je fais pour le LEC à l'année. Donc voilà, j'ai fait une interview avec Faker. C'est trop bien, c'est trop bien. Bravo honnêtement, c'était un pied de ouf. Puis surtout que les Worlds c'est vraiment la messe de League of Legends pour nous, donc pouvoir vivre ça de l'intérieur c'était absolument ouf. Et avec OGaming ce que je fais c'est que j'hoste le plateau d'analyse, donc entre les parties on débriefe de ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut adapter pour
la prochaine partie de l'équipe, force et faiblesse, machin. Ce que tu trouves dans le sport, en fait, finalement. Et c'est aussi ce que je ferai ce week-end à la Core Hotel Arena. Et ça va être top. Du coup, ce week-end, j'étais sur les demi-finales. Parce que donc, du coup, le gros match, c'était quand même G2 SKT qu'on attendait beaucoup, de savoir si les G2 qui avaient déjà battu les SKT ou MSI, c'est ça. Donc qui est en gros le Mid-Season Invitational, donc en gros le tournoi de milieu de saison avant les Worlds où justement les équipes se la mettent pour savoir un peu où ils en sont. Après, SKT avait ultra step-up pendant la saison régulière, ils étaient passés de top 5-6 à top 1. C'est ça. Au final... Moi, pour avoir suivi de loin, G2, ils ont survolé, quoi. C'est-à-dire G2 ont survolé cette année, en fait, c'est même pas juste pour les autres équipes, parce que t'as G2 et t'as un gouffre monumental entre G2 et le reste du bracket, et on pensait que Fnatic arriverait à l'étalonner, au final, échec sur échec. Honnêtement, à la place de n'importe quelle équipe qui vient en LEC l'an prochain, je serais très inquiète parce que je ne vois pas comment ils arriveront à détrôner G2 en l'état. Surtout, ce qui est cool, c'est que moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que justement, ça a cassé un peu ce truc e-sport, très tryhard ou quoi. Tu vois que les mecs s'amusent, ils font des compos fun, ils font des trucs un peu troll, ils échangent, ils faisaient des trucs, limite ils tirent au sort au dernier moment qui jouent quoi, et les mecs ils gagnent. Ils ont fait ça quelques fois. Hein. C'est ouf, vraiment. Quand même. Tu sais qu'ils sont pris une amende pour avoir fait. Parce que t'as des trucs qui sont un peu trop BM, genre Wunder qui le week-end de la finale du LEC on était tous à Athènes, tu vois, et alors que tout le monde est censé être en train de s'entraîner pour ce qui est une finale, de région, quoi. Et il était là en train de tweeter, j'en suis à tel niveau sur WoW Classic, etc. Tu m'étonnes en plus pour un concurrent. Mais ils s'amusent beaucoup, et je pense que c'est le fait qu'ils se fassent aussi confiance qui fait que ça marche bien. Est-ce que vous pensiez que justement ce dimanche, G2 allait battre SKT ou ils étaient largement favoris, on était confiants de ça? Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé sans rentrer dans une analyse technique de dingue, tu vois, mais qu'est-ce qui a fait la diff? Des joueurs SKT qui ont choke et qui sont des piliers de la line-up, mais même en dehors de ça, je trouve que G2 était au-dessus, en fait. Et comment dire, il y a plusieurs phases qui sont importantes dans League of Legends, mais dans le League of Legends actuel, si tu veux le jouer à son paroxysme, le fait d'avoir une bonne phase de draft et d'être capable de faire ce qu'on appelle des flex picks, c'est ce qui va potentiellement te donner l'avantage, et c'est là-dessus que G2 sont super forts. Donc avant même de rentrer en jeu, je trouve que G2 ont été super smart dans leur manière d'approcher le BO, et là où SKT ont essayé de les perdre, parce que c'est des joueurs très très bons mécaniquement, SKT, c'est quand même la première équipe de Corée toute l'année, t'as des joueurs qui ont sous-performe, et dans ces joueurs, évidemment, j'ai envie de citer Faker. Faker, non, moi j'ai envie de citer Forte avant Faker largement. Les deux. Forte qui joue quoi? Et Forte qui joue support, qui est un rookie qui est arrivé au début de l'année. Donc, mais en fait, de mesure. Par rapport à ce qu'a dit, par rapport au draft, par rapport au flex pick, c'est vrai qu'en fait, il y a un délire où en gros, tu piques un perso, il peut être joué à 3 rôles différents. Et donc, en fait, au dernier moment de la draft, tu sais toujours pas si tu vas pouvoir gagner avec le pick ou pas. Et ce qui est assez marrant, c'est que du coup, pour plein d'équipes, le blue side, c'est le meilleur pick parce que t'es first pick et tu peux choisir en premier. Mais pour les équipes qui sont capables de jouer un milliard de picks différents, tu peux avoir le last pick et être en side, t'as le last pick, hop, tu changes un perso et ça fait que hop, lui repasse là. T'es en mode, ah ouais, en fait, lui va là. Et en fait, ce qui est assez fou dans ces Worlds, c'est que malgré que le niveau international soit ultra élevé, c'est-à-dire que Splyce qui passe, qui est monstrueux, mais même les équipes qui ont fait top 4 de pool, c'est des teams extraordinaires. Ben en fait, il y a quand même que 4 équipes qui sont capables d'aligner des flex picks, tu vois. En finale. Et c'est ce que me disait Duke, je lui ai parlé, donc le coach des Splyce, il me disait... le seul français finalement de ces Worlds, il me disait en fait c'est ce qui leur a fait défaut contre SKT. On a une super équipe, ils sont très forts et je pense que niveau mécanique, la duo lane top jungle, bon en gros ils étaient incroyables, mais ils avaient pas le niveau de flex pick possible, donc Duke il avait beau le cerveau le plus complet. Il y a un moment t'es limité par tes joueurs. En fait SKT les ont ignorés tout simplement parce que le gros problème de Splyce, c'est que justement il n'y avait pas ces flex pick et qu'ils avaient ce qu'on appelle les solo lane qui étaient, il avait une solo lane qui était très très faible, donc du coup voilà la top lane, donc SKT ont complètement décidé d'ignorer cette top lane et ils ont drafté autour du reste. Splyce avait zéro chance. Non, ils ont neutralisé la top lane justement parce que le duo top jungle c'était le truc le plus fort. Contre Splyce ou contre Splyce. Ok, ouais. Contre Splyce, c'est ça en gros. Mais en gros, en vrai chaque team a des faiblesses. Ils les ont bloqués. Et c'est chiant quoi. Non mais je regardais Ponce qui a capté cette discussion. Moi j'écoute. Et là, ça joue de façon de plus en plus. J'ai l'impression que cette année, c'est genre la draft qui est de plus en plus importante. J'ai vu le coach Koma de SKT dire que voilà, justement les joueurs étaient bons individuellement, qu'ils s'en voulaient énormément parce que c'était de sa faute en fait, que d'un point de vue stratégique, juste il a pas été. En fait, ça n'a pas été suffisant. La Corée, c'est le même problème depuis des années en même temps. Enfin, c'est le même problème qu'on commence à voir. C'est qu'ils jouent by the book, donc du League of Legends académique. Ils prennent pas de risques. Et sans prendre vraiment de risques et en capitalisant sur les erreurs adverses plutôt qu'essayer de créer comment dire, ils essayent de créer une tension, mais ça va pas être comme la Chine où tu vas vouloir fight de manière complètement décérébrée. Ça, on va en parler après. Moi j'étais là quand j'ai arrêté. La Chine était en full. J'ai un truc à te demander parce que j'ai pas pu t'en parler par rapport à ça.
ça. La première game, tu vois, la game des G2, où ils ignorent tous les objectifs et ils vont à l'opposé de la map. Hop, en fait, c'est trop marrant parce que d'habitude, le gameplay académique de League of Legends, c'est il y a des temps forts dans les games, il faut être regroupé à ce timing et faire un truc, tu vois. Et en fait, il y a le Drake, il faut le Drake infernal, tu vois, des dégâts de fou, donc en late game, ça te fait gagner. Trop important d'y aller. Nashor, dès que tu l'as, t'as gagné, tu vois, donc tu vas au Nashor. Et en fait, G2, c'est la première fois honnêtement, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Et c'est un gameplay, je l'ai vu un peu en pool et j'étais en mode, ça va pas marcher contre des grosses équipes. Et ça a marché contre ils s'en sont battus les couilles. Ils ont fait ils font Drake infernal. Les SKT sont en mode, ok, on a bien protégé le Drake infernal. Il est à nous. Il est à nous. On a mis des wards partout. Et en fait, G2, ils sont à l'opposé de la map, ils prennent 2 tours. Et après, les SKT sont en mode, quoi? Mais comment ça se fait? Ils s'en battent les couilles de nous. Et nous, on est là, tu vois. Et après, ils vont Nashor. Et ils font l'inhib bot. Et puis après. Il y a eu que ça, parce que je viens de voir un message qui m'a beaucoup fait rire. Ouais. Mauvaise soirée pour faire découvrir Popcorn à ses parents. Après un triple Nashor suivi d'un double back. En fait, c'est ça aussi qui est beau avec la passion. Ils sont assez créatifs sur l'instinct pour faire des choses que normalement une équipe ne penserait pas à faire, mais ils se font tellement confiance ils ont des réactions spontanées qui vont perdre l'adversaire parce qu'ils s'y attendent pas et ils savent que c'est un pari qui est ça risqué, mais si ça réussit, ils gagnent. C'est un peu ce qui manquait dans LoL, j'ai l'impression. C'est-à-dire que moi, à un moment, ça m'avait un peu lassé aussi la compétition parce que c'était vraiment. S'il y a ça, tu réagis comme ça. Exactement. Et c'est toujours des réponses genre vraiment très carrées et tout. Moi, ça me fait peur que justement le gameplay de G2 devienne le gameplay. Enfin, ça devienne très maniable. Savoir le faire quand même. Alors, pour parler un peu justement au-delà de la game, parce que donc il y a eu 3-1 pour G2 qui ont donc sorti SKT et Faker avec une image, justement, on le voit trembler. Vraiment, il a aucune réaction. Moi, ça m'a mis mal. Au total, ils ont calculé, alors pour l'instant, donc du coup en termes de stats, ils ont calculé que cette demi-finale a fait 3,9 millions de viewers. Alors sans inclure la Chine, 1,5 million sur Twitch, 1,9 million sur YouTube, ce que vous pouvez voir juste au-dessus. Ce qui est donc du coup énorme parce que c'est un nouveau record dans l'e-sport. Fortnite avait fait lors de la Coupe du Monde en 2019, pardon, cet été. Ils avaient fait 2,3 millions, il y avait 100 millions de cash prize. C'était juste monstrueux. Après, il y a beaucoup de débats sur la manière de calculer le nombre de viewers ou quoi. Est-ce que parce que c'est comment dire, on est tous indexés sur le même système maintenant. Quel système? Il y a des doutes, Paul Soloner, le Reda, il remet les trucs en question. Il y a toujours un peu des questions, c'est pour ça que là les viewers justement de Chine avaient été mis de côté, parce que l'an dernier au total il y a eu 100 millions de personnes qui ont regardé, donc tout de suite forcément ça compare, il y a plus de gens qui regardent ça que des matchs de NBA, sauf que c'est juste qu'il y a la Chine en fait. Voilà, la Chine joue quand même énormément. Est-ce que c'est un chiffre qui vous impressionne, 3,9 millions? Ce qu'il faut voir, c'est que c'est en croissance en fait, c'est juste ça, et que du coup, pour un jeu qui a probablement proposé la pire saison de tous les temps en termes de jeu d'expérience solo, je peux le dire, je suis désolé, le jeu est trop bien à regarder et que c'est la meilleure méta qui a jamais existé pour le compétitif, et ça fait vraiment plaisir que Riot se focus sur le compétitif et sur l'aspect viewer que pour l'aspect joueur au final, mais bon, ils s'en foutent. Ça, clairement, on a une petite vidéo de Zera qui est pas tout à fait du même avis sur les stats et qui justement, je vous laisse entendre ce qu'il a à dire. Je parlais de G2, oui exactement. Non, je parlais de G2. Et oui, alors moi je suis pas du tout hypé, mais juste je trouve que les chiffres sont faibles. Alors là, tout le monde est en masturbation. Oh là là, oh 3 millions de spectateurs. Oh putain, 3 millions 5. Bah génial, vous avez fait 3 fois Cyril Hanouna. Énorme! Non mais il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, 3 millions 5, le jeu a 10 ans. Voilà, Cyril Hanouna, 1 million tous les soirs, sur une chaîne de la TNT perdue au fin fond des canaux. Est-ce que vous trouvez vraiment que 3 millions c'est énorme? C'est de la merde! Bon, même si médiamétrie, voilà, même si on divise tous les chiffres par 10, mais je sais pas, c'est de la merde! Comment ça, pire comparaison? Mais c'est pas du tout la pire comparaison, mec. Juste 3 millions, c'est de la merde! C'est de la merde! C'est-à-dire que le truc le plus vu en e-sport de tous les temps, il fait 3 millions. Et on injecte des milliards dans l'e-sport. Mais attendez, mais les investisseurs, ils sont malades ou quoi? Non, en vrai, il a raison sur le fait que les sommes déployées soient complètement. Mais va y avoir un redressement de marché dans l'e-sport de toute façon, ça nous pend au nez. Et merci Blizzard et Overwatch pour ça. Avec les franchises et tout, parce que c'est vrai que là, ils comparent justement aux chiffres de la télé. Alors, mais oui, mais c'est là où c'est pas comparable selon moi. Tu vas pas comparer les chiffres de la télé ou comment dire. Ouais, mais tu sais pas comment c'est fait. Tu sais pas si le mec il va lancer Hanouna, il va mute et il va regarder ça pendant 3 heures et pas regarder. Oui, non, mais surtout que médiamétrie, honnêtement, c'est. Voilà, médiamétrie, c'est un peu bancal aussi, mais enfin. Mais c'est vrai que sur un jeu qui a 10 ans, qu'il y a encore une croissance dans les viewers tous les ans, et que les gens s'intéressent de plus en plus. Je trouve ça ouf, moi. Ça, je pense que c'est tout à fait vrai. Un autre débat, parce que c'est vrai que LoL, on l'a tellement annoncé mort chaque année, certaines personnes sur le plateau notamment, mais en disant que le jeu n'avait plus rien à donner, que ça allait crever, etc. Je me retarde à regarder Ponce.
Il a lâché un regard vers France. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Je n'ai jamais dit ça. Pourquoi t'as dit que LoL allait mourir? Non, mais c'est vrai que tu vois, genre, on se demandait un peu comment ça allait survivre. Or qu'ils ont atteint une certaine phase de maturité sur League of Legends où il y a beaucoup de gens qui ne jouent plus du tout au jeu, mais qui continuent de regarder parce que. Des lives à la con. Ils ont cette culture. Le truc, c'est que au gaming, 135 000 viewers, je crois, oui, du coup, ce week-end. Merci. qui posent leur nouveau record, du coup, même pour une compétition e-sport en France, tout simplement. Donc, ce qui est trop cool pour eux, parce que c'est tellement des passionnés. Petite dédicace à vous, on vous aime beaucoup ici. C'est rien, 135K, c'est abusé, quelqu'un nous dit. Mais c'est vrai que quand on remet dans le contexte, c'est vrai qu'on se chauffe beaucoup. Mais là où je suis d'accord avec Zera, c'est que par rapport à aux sommes qui sont mises, notamment, là, il y avait une interview super intéressante de Mark Cuban là, qui est possesseur des Mavs, donc des Mavericks, je crois que c'est NFL, qui a investi dans pas mal de teams, notamment Unicorn of Love, il a investi aussi dans les teams américaines, et il dit, en fait, il y a beaucoup de mecs qui sont venus en mettant des 20 millions, des 30 millions sur la table, et au final, tu te retrouves dans une situation où les chiffres, ils sont beaux quand il y a les chiffres chinois, quoi. Parce que tu es très content de dire qu'il y a 100 millions de viewers. C'est un peu le principe de l'investissement aussi. Oui, mais c'est le problème des investisseurs en ce moment, surtout en Amérique du Nord, c'est que, où est le ROI dans tous ces milliards qui ont été, dans tous ces millions qui ont été lâchés. Et, NBA, pardon. NBA, ouais. Mais c'est pour ça que je pense que. Oui, vas-y. Non, à côté de ça, il y a Rewired, je crois qu'il s'appelle, qui a réinvesti 24 millions dans Vitality. Là, oui. Mais 24 millions, c'est le prix d'une franchise sur Overwatch. Hein. Bien sûr, tu vois, au final. C'est des sommes colossales. Et eux, ils expliquent ça par c'était comme ça dans le football il y a 30 ans. C'est et ceux qui ont loupé le coche ont échoué aujourd'hui. Ouais, les mecs, faut se dire que les mecs, ils jouent aux petits chevaux, donc ça nous paraît être des sommes démentielles, mais pour eux, c'est rien. Ils investissent un peu partout. Ils mettent tous leurs œufs dans le même panier. Il y en a certains qui vont donner quelque chose et d'autres non. Vas-y, on a juste un petit graphe du nombre de viewers, justement, d'année en année des Worlds qui, honnêtement, monte beaucoup. Et c'est ça, comme disait Sarge, je crois, le point très positif, c'est que ça continue à croître. Et c'est ça qui est bien, c'est que. Et la croissance croît aussi. Comme tu disais, Laure, il y a peut-être un truc un peu décevant, mais qui va frapper un jour dans l'e-sport, ou forcément, comme un peu tout début de nouveaux mouvements, j'ai envie de dire. Tout le monde se dit, putain, ça va grossir x100 par rapport à ce que c'est. Donc ça va peut-être se restreindre un peu, mais au moins c'est hyper positif. C'est le dernier graphe, si jamais vous voulez mettre, où l'an dernier, du coup, 99,6 millions, ils étaient à 57 millions de viewers, donc ils ont fait plus 50 millions d'une année sur l'autre, ce qui est quand même déjà hyper impressionnant. On n'a pas encore les chiffres de 2019, mais c'est vrai que ça grossit de plus en plus, quoi. En fait, sans parler de chiffres, moi, il y a un truc que je remarque et qui pour moi est très important. Tu vois, par exemple, le sport, quand on le regarde, on ne joue pas forcément. Moi, je regarde des fois le foot dans les grands rendez-vous, je ne joue pas au foot, tu vois, strictement jamais au foot. Il en est même pour pas mal de sports. Et sans parler de chiffres ou quoi que ce soit, moi, ce que je trouve plutôt cool, c'est de voir qu'il y a des gens, typiquement comme moi, qui ne jouent plus à LoL depuis des années. Moi, j'ai pas touché LoL depuis 5-6 ans. Pourtant, je regarde les Worlds tous les ans, tu vois. Et je pense que je suis pas le seul. Et ça, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'on s'approche d'un truc un peu comme le sport où tu regardes, même si tu joues pas parce que tu as joué. C'est culturel, quoi. C'est cool, c'est sympa, quoi. Ça, c'est bon signe quand même. Il va y avoir une singularité au bout d'un moment, c'est quand la nouvelle génération devra découvrir League of Legends. Sur une saison, il y aura 250 personnages et où ça va être trop compliqué de s'y mettre. Mais c'est en cours. Alors que prendre un ballon dans les pieds. Après, le truc, c'est que ça fait longtemps qu'on dit ça, justement. Et ça fait un bail où on se dit que c'est un peu la galère. On a les chiffres aussi de 2018 sur Twitch, justement, en fonction des jeux, où on voit que chaque année, il y a des moments un peu creux pour League of Legends. Attention, il y a eu Fortnite aussi. Mais clairement, qui a pas aidé. Mais c'est à peu près toujours le même truc où, justement, dès qu'il y a l'été, Summer qui revient. Et on voit septembre, octobre. Attends 2 secondes, Serge. Pardon, excuse-moi. Mais du coup, et on voit à chaque fois que ça remonte juste en octobre. Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a les moments creux, mais il y a le moment où les Worlds s'est imposé, un peu comme tu dis, Ponce, où c'est devenu un rendez-vous annuel. Et on dit toujours que l'an prochain, il y aura moins, mais je pense lié à la compétition aussi. si on était resté enfermé dans le même truc de c'est la Corée qui gagne à chaque fois, mais moi j'en aurais eu ras-le-bol de regarder, je pense à la fin. Ça joue beaucoup. Mais là, le fait que depuis 2 ans, on voit une montée de l'Europe, que ça donne une nouvelle envie de regarder la compétition. C'est pareil, tu vois les gros records qu'il y a eu sur CS tous les ans sur les majors, c'est quand t'as une dynastie qui a renversé. Le moment où Astralis a commencé à tomber cette année, le moment où Cloud9 a gagné, c'était il y a 1 an et demi, je crois, au major de début d'année. Et là, c'est pareil sur League of Legends. Le fait qu'on se dise que l'Europe peut gagner, forcément, t'as des gens qui sont là. Ah ouais, tiens, c'est plus SKT au top, je vais regarder ça. T'allais dire quoi, Sarr, du coup? Non, j'allais dire que j'aimerais bien avoir l'avis un jour d'un mec, je sais pas si vous connaissez des gens qui sont commencé League of Legends en saison 9. Et je suis sûr qu'on peut en trouver. Franchement, là, j'aimerais bien, en fait, c'est là, pour moi, c'est ça l'avenir du jeu, s'il va exister ou pas. C'est
comment est la première expérience d'un joueur, comment est-ce que c'est possible aujourd'hui de commencer un jeu aussi compliqué que LoL, parce que on fait tout le temps le parallèle avec le vrai sport en se disant bah voilà, parce que le sport tu tapes dans un ballon quand t'es tout petit, c'est quelque chose d'assez naturel mais finalement avoir une souris entre les mains et se mettre à jouer à LoL, tu vois, c'est pas quelque chose qui peut être culturellement surtout très appréhensible en fait. C'est un détail peut-être pour moi, mais je pense que ça va aider dans les années à venir les changements que fait Riot pour la saison prochaine, qui sont quand même assez drastiques. Tu vois, je pense qu'on n'a jamais eu des changements qui sont aussi quel plaisir. Voilà. Et c'est cool. Et selon moi, s'ils font des mises à jour annuelles de maps où tu vas avoir des interactions totalement différentes qui vont changer un petit peu tes conditions de victoire, bah les nouveaux joueurs, tu les acquiers parce que finalement, même en tant qu'ancien joueur, tes fondamentaux de l'année passée, certes, tu connais les mécaniques des champions, mais tu sais plus comment jouer le jeu. Donc, je pense que ça donne un reboot tous les ans. Non, puis même, moi, je me suis un peu fait engrainer à rejouer de temps en temps. C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de matchs des Worlds. Pour être Xerath, j'arrive, fais gaffe. Non, mais tu vois, typiquement, je me dis, vas-y, il reste 2 semaines avant la fin de saison, ça peut me chauffer à me refaire des games, à me hyper un peu. Et c'est vrai que, à partir du moment où même des WoW classiques justement attirent des nouveaux joueurs, c'est un truc de groupe. Moi, ce qui je trouve qui m'a manqué un peu, c'est cet esprit un peu plus groupe, justement, typiquement des ranked teams de l'époque. Alors là, je parle des trucs à la chaîne, où typiquement, il y a la flex maintenant, mais où t'avais envie de jouer juste avec tes potes. Faut jouer. Peu importe le niveau. Ouais, mais c'est moins. En flex, c'est bien quand même. Ouais, mais non, moi, j'ai pas joué en solo queue cette année. On fait que des flex avec tout le monde, que ce soit Chips, Noah, Zab, il y a Chap qui vient avec nous de temps en temps, Tréton et tout. On a un gros groupe là. Et on se fait des flex parce que c'est le seul moyen qu'on a de s'amuser sur le jeu. De jouer tous ensemble. De jouer en solo queue. Mais il faut pas avoir le même niveau, parce qu'à l'époque, moi, je me souviens, c'est comme ça que j'intégrais un peu mes potes. Même mes potes qui étaient totalement nuls. On créait une nouvelle fiche, on jouait une soirée ensemble et c'était cool, tu vois. On est à peu près. Tu peux jouer jusqu'à 3 divisions d'écart. Donc même si je suis platine, je peux jouer avec des gens qui sont. Voilà, mais ton pote qui vient de découvrir le jeu, qui vient d'arriver à niveau 30, c'est une galère totale. Non, mais c'est bien de créer une nouvelle team avant. Tu pouvais créer une team avec tes potes, tu faisais ta team avec tes potes, ta team avec tes potes. C'était bien mieux ça, ouais. Mais j'étais premier, j'adore. C'était trop bien. Moi, ça, c'est un truc qui m'a un peu manqué. Après, pour parler de ce dimanche, parce que donc du coup, dimanche 13h, si je dis pas de bêtises, finale des Worlds, donc du coup, rediffusé sur Gaming, notamment. Ça te commentera lui de son côté. Ah non, je suis banni moi. Ah oui, pardon. On oublie vite. Ah oui, désolé. On oublie vite ça. Là, j'ai pas fait exprès celle-là. Je suis désolé. Donc, en plus, je voulais te placer en mode putain, t'es là et tout, je voulais te soutenir. Genre en mode j'envoie un peu de force vers toi et tout l'inverse. Ok, d'accord. Mais j'ai commencé à jouer cette année, j'aime bien le jeu, je n'y joue pas beaucoup, voire peu, mais je suis les Worlds et le MSI et le jeu est bien, mais entre amis, solo, c'est dur à prendre. Voilà, donc c'est cet aspect justement. Faut se faire aider par ses potes, etc. Là, ce dimanche, finale, FPX, pardon, j'ai loupé. Moi, c'est Funplus Phoenix. La première équipe de Chine cette année. Ok, ils sont. Alors, si on suit pas du tout la LPL, ils étaient très connus les joueurs, parce que j'avoue que moi qui avais un peu décroché. Tu as un joueur qui est très connu chez Funplus Phoenix qui s'appelle Doinbi. Doinbi, c'est un joueur coréen qui, quand il a voulu commencer sa carrière au début, a voulu se lancer en Corée. Toutes les teams lui ont fermé la porte au porte-nez en disant non, t'es pas assez bon. Il a dit ok, allez vous faire voir. C'est le de champion le problème. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui joue des champions vraiment très atypiques. Et il a pas voulu rentrer dans le moule. Au final, il est allé en Chine, là où il se fait plus d'argent, et il voulait prendre une revanche réellement contre la Corée. C'est la première année où il arrive à se qualifier en championnat du monde. Donc t'as une super belle histoire de ce joueur coréen qui a renié la Corée et qui s'en sort en Chine. Il a un V9. Je te jure, il a un V9. Ah ouais, trop fort. Et du coup, petit prono G2 contre 3-0. G2. Ah ouais, à ce point ? Je pense. Moi je dis 3-1 parce qu'il y a une game où ils vont. Ok, ils vont faire une happy. Oui, ouais, je pense. Ah, c'est propre ça. C'est stylé. Il y a un risque qu'ils trouvent une game, mais si jamais il jouait, il joue beaucoup mieux. En fait, ils contrôlent très bien la game et Funplus c'est beaucoup de teamfight, mais en fait le niveau mécanique des G2 est tellement élevé, ils ont tellement confiance en eux que ça passera pas en fait. C'est des joueurs de solo queue mais qui sont entraînés contre des. Parce que là où on va dire les Chinois vont vouloir jouer très très teamfight, ne pas forcément s'occuper de ce qu'on appelle les side lanes, parce que je sais pas à quel point il faut que j'explique, mais un MOBA t'as 3 voix et ils vont plutôt avoir tendance à ne pas s'occuper des side lanes, alors que G2, là où ils ont des fondamentaux très très solides sur la macro, peuvent les empêcher de les mettre dans une position où ils peuvent combattre à 5. Ah, mais ils ont toutes les armes. Ils ont le meilleur niveau anti-teamfight de l'histoire de League of Legends. En fait, c'est les meilleurs de l'histoire de League of Legends pour éviter de teamfight. Genre, leur première game, je te dis, ils ont fait un teamfight. Ils avaient toutes leurs stopwatch, ils les ont utilisés chacun une fois et ils ont fini la game. Pendant toute la game, ils ont refusé les fights et à la fin, ils ont dit en fait, trop marrant, normalement, ils sont à droite et les ennemis sont à gauche. Et ils se sont inversés. Et du coup, ils étaient du côté de leur base. Mais on fait quoi ? Nous, on finit la game, sauf si vous venez nous battre. Et donc, on choisit notre teamfight.
Et ils l'ont pris. Et non, mais ils font le jeu à leur manière. Après, 3-0, c'est. Alors, se vend. Mais si c'est du Stomp, si vraiment t'as des 25 minutes 3 fois, ça va. Ça serait pas un Stomp, je pense. Le niveau de chaos que peut créer la Chine dans son apogée, c'est trop le bordel. Hein. Mais aucun humain sur Terre n'est capable de. Faudrait avoir solo cul en Chine en fait. Mais je vois pas Fun Plus gagner même une draft contre. Ah ouais, j'avoue que les drafts. Oui, ça aussi. Laure a l'air assez convaincue d'un match. On verra. Victoire européenne dans tous les cas, je pense. Grosse victoire européenne. J'espère. Et c'est vrai que ça va être rediffusé sur. J'ai super peur. Ça va être diffusé sur France TV aussi là. Ouais. Alors c'est quoi ce truc? C'est avec OGaming? J'ai pas suivi. Aucune idée. C'est très certainement avec OGaming. Ok, je pensais que. Je pense qu'il. Non mais genre le cast. Ce sera le cast OGaming. Oui, sur place. Oui. Non, mais est-ce que France TV va prendre oui, ça sera le cast français. C'est France TV Sport, on précise. Oui, ça sera le cast français. Okay. Comme l'équipe avait pu le faire il y a quelques années. Ok, donc ils mettent un peu de force. Il a dû avoir des accords. J'ai vu que la mairie de Paris faisait pas mal de choses aussi. Oui, il y a un village e-sport. Ah non, mais ça c'était incroyable ça. Ah oui, ils ont mis demain. Ils ont mis un tweet en parlant de glutonie, en finissant le tweet en parlant de Camoulox, avec une photo d'Overwatch. T'es là, t'es bien ouais, les gars. Vous avez tout compris les gars. Mais ceci dit, toute la semaine il y a un village e-sport. C'est pas que j'ai pas d'intérêt à faire de la pub, mais pour les fans qui veulent aller découvrir ça, il y a un village e-sport toute la semaine avec possibilité d'acheter du merch d'équipe, rencontrer des joueurs, avec une énorme viewing party sur la place de l'hôtel de ville dimanche pour ceux qui n'ont pas pu avoir des places parce que je sais que c'est un problème. Donc voilà, si les gens veulent célébrer les 10 ans de LoL et la finale des Worlds, il y a beaucoup de choses que tu peux faire autour de la finale. Donc viendez nous voir. C'est cool parce que c'est vrai que moi au début j'étais allé en 2017 au final LCS européenne, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'en revoyant l'accord Hotel Arena, j'avais peur que ça soit un peu juste pas une V2 mais un air de on a déjà un peu vu. Alors c'est clair que c'est pas la même chose, le show va sûrement être beaucoup mieux. Mais même à ce point, ça va être une. Oh, mais moi j'ai trop hâte, j'y serai honnêtement. La cérémonie va être dingue. Je suis trop content. Moi j'ai pas de place, j'ai trop hâte aussi. Ça va être énorme. Avec un petit chocolat chaud. Tu viendras à l'hôtel de ville. Bah ouais, non mais j'ai trop hâte de la viewing. Sous la pluie là. Non mais en vrai ça va être trop bien. Non oui en vrai oui, mais je vais pas bouger de chez moi, je pense. Je vais chez moi banni. Non mais du coup je j'ai envie de mourir. Je trouve ça cool qu'il se soit bougé à ce point. Et on verra bien ce que ça donne dimanche. En tout cas Laure sera sur place. Oui. Vous la verrez. Tu vas interviewer donc du coup des joueurs? On verra. C'est pas encore sûr. En fait, ça dépend. Si l'Europe gagne, je fais l'interview avec Shox. Parce que comme ça, je le fais en français, en anglais, etc. On le fait à deux. Par contre, si c'est l'équipe chinoise, on veut pas faire chinois en anglais puis en français parce que ça va être l'enfer. Donc voilà, dans ce cas-là, ça sera elle toute seule. Mais sinon, on fait l'interview ensemble de toute l'équipe. Cool. Pour ceux qui connaissent pas Shox, la présentatrice, pas Shox, la reine, le joueur CS:GO. Écoutez, c'était très intéressant d'avoir un peu vos avis là-dessus, mais en tout cas, c'est clair que même si voilà, c'est pas des chiffres non plus qui explosent tout d'un point de vue stats télévisuel ou quoi, c'est un truc qui progresse de plus en plus. Ça fait plaisir de voir que des jeux installés peuvent continuer à aller chercher de plus en plus d'audience, faire découvrir à d'autres personnes. Et je sais pas ce que ça va donner dimanche, parce que c'est là où vraiment, c'est finale à Paris. Il va y avoir tellement de gens rien que curieux, tu vois, qui vont se balader sur Twitch, se dire vas-y, qu'est-ce que c'est, ou sur YouTube. Parce que le truc qui est quand même dingue, dont on n'a pas parlé, c'est que ça fait plus de vues sur YouTube que sur Twitch. Mais ça, c'est logique. Moi, maintenant, quand je regarde du LoL, je regarde sur YouTube parce qu'en fait, tu peux pause et rewind. Et quand j'ai envie de revoir un move, etc., tu peux pause et tu peux aller en arrière. Ça, j'avoue que c'est bien. Je préfère. Et Twitch, ça doit quand même leur mettre un petit coup de. Et parce que le stream YouTube est en avance, généralement, en plus. J'ai jamais compris pourquoi sur Twitch, ils mettaient pas une feature comme ça. Ils veulent mettre le clip, du coup, ils veulent peut-être mettre les clips en avant. Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que c'est très bonne. Et puis il y a aussi tout simplement beaucoup plus de monde sur YouTube aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Clairement, les gens curieux iront sûrement sur YouTube plus que sur Twitch parce que ils verront passer les choses.